Le compte à rebours est lancé, sonnant le glas d'une ère de prévisibilité stratégique et de dominance militaire unilatérale. Préparez-vous à une secousse géopolitique sans précédent, une onde de choc qui ne se contentera pas de modifier les frontières, mais redéfinira les alliances, les doctrines militaires et la perception même de la puissance. Le ciel de l'Est s'assombrit non pas de nuages de guerre conventionnels, mais de nouvelles technologies de pointe, fruits d'une course à l'armement hypersonique menée dans l'ombre depuis des années, et une arme redoutable dont les capacités dépassent l'entendement des systèmes de défense actuels vient de changer radicalement la donne, marquant le passage vers une dissuasion high-tech et un rééquilibrage stratégique des forces sur l'échiquier. Mondial, l'Orechnik, un nom qui fait déjà trembler les capitales occidentales, de Washington à Berlin, s'apprête à redéfinir la carte du pouvoir mondial, propulsant des acteurs inattendus sur le devant de la scène stratégique. La Biélorussie, positionnée de manière stratégique au carrefour des influences, est au cœur de cette onde de choc sismique, son rôle étant désormais central dans la nouvelle architecture de défense de l'Est européen. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays dans les commentaires. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, connu pour sa posture ferme et son pragmatisme géostratégique, a fait une demande claire et directe à son homologue russe, Vladimir Poutine. Il veut le déploiement du complexe de missiles Oreshnik sur son territoire souverain. C'est une décision forte, un acte d'intégration militaire et politique profond destiné à renforcer considérablement et de manière irréversible le potentiel de défense de l'État de l'Union, cette entité supranationale liant les deux nations dans une alliance de sécurité indissociable et stratégique. Bien plus qu'un simple accord d'achat, cette coopération va au-delà des transferts technologiques habituels. La Biélorussie est prête à participer activement à la production de ce missile révolutionnaire. Oui, ils veulent fabriquer les lanceurs eux-mêmes sur leur propre sol, signe d'une montée en compétences industrielles et d'une autonomie stratégique accrue, garantissant une meilleure résilience de leur complexe militaro-industriel. Cela démontre un niveau de localisation impressionnant, un engagement total et une confiance mutuelle sans précédent. Vladimir Poutine a sans équivoque confirmé le déploiement. Ce processus déjà en cours de planification méticuleuse sera effectif d'ici le second semestre 2025, une échéance qui met une pression considérable sur les planificateurs de défense occidentaux. Un détail crucial, et c'est là que le niveau de confiance est sans précédent et quasi nucléaire, Minsk déterminera les cibles pour une potentielle utilisation de ce complexe, qu'il s'agisse de frappes conventionnelles ou d'une dissuasion plus large, soulignant une parité de décision et un partage réel de la souveraineté en matière de défense. Une fois opérationnel, le contrôle est partagé, signifiant une véritable cogestion de cette capacité de frappe stratégique et une synergie opérationnelle unique. La Russie, de son côté, loin de se contenter de ce déploiement clé, ne s'arrête pas là dans son programme de réarmement et d'affirmation de puissance. Vladimir Poutine a révélé des chiffres absolument sidérants, laissant les analystes militaires et les stratèges occidentaux abasourdis. La production de missiles à longue portée russes, ces vecteurs essentiels de la dissuasion moderne, a été multipliée par 10 en un laps de temps record, 10 fois plus. Cela dépasse, selon ses mots pesés, la capacité combinée de l'ensemble de l'Alliance de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN remettant en question la supériorité industrielle perçue de l'Occident. Imaginez un instant l'ampleur colossale de cette production de masse, le signe d'une économie de guerre pleinement mobilisée, d'une machine de guerre en pleine accélération et capable de soutenir un effort militaire prolongé et de compenser toute attrition potentielle avec une rapidité déconcertante, défiant les attentes occidentales en matière d'endurance industrielle et de résilience économique, bouleversant les analyses stratégiques des alliances. Mais ce n'est pas tout. Pour couronner cette démonstration de force et d'intégration stratégique, d'importantes manœuvres russo-biélorusses, baptisées du nom évocateur de Zapad 2025, Ouest 2025, sont prévues pour l'automne 2025. Ce ne sont pas de simples exercices de routine, des dizaines de polygones d'entraînement s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés seront utilisés simultanément de la Biélorussie à l'extrême-orient russe, simulant des scénarios de conflits de haute intensité et de grande envergure. Toutes les branches des forces armées seront impliquées dans une synergie sans précédent, les forces aérospatiales avec leurs chasseurs de dernière génération et leurs bombardiers stratégiques, les forces de missiles stratégiques garantes de la dissuasion nucléaire,
la défense aérienne avec ses systèmes S-400 et S-500, les forces navales patrouillant les mers adjacentes et bien sûr les forces spéciales pour des opérations de reconnaissance et de sabotage en profondeur. L'OTAN a déjà réagi avec une protestation préventive, une réaction à la limite de la panique et de l'incrédulité. Ils exigent purement et simplement leur annulation, se sentant menacés par de simples exercices défensifs sur un territoire souverain. Qu'est-ce que cela nous dit sur leur état d'esprit? C'est le symptôme d'une alliance qui se sent dépassée, dont les capacités de réaction semblent figées dans l'étonnement face à une détermination et une rapidité de développement militaire qu'elle n'avait pas anticipée, remettant en question la crédibilité même de sa propre dissuasion et de ses planifications d'urgence. Question à vous, odmetes в комментариях, из какого вы города страны сейчас смотрите? Ce déploiement du complexe Oreshnik et la tenue simultanée de ces manœuvres colossales sont bien plus que de simples démonstrations de force ostentatoire. Ils représentent de manière incontestable un changement radical et irréversible dans l'équilibre des forces militaires mondiales, un tournant stratégique majeur qui redéfinit les paramètres de la sécurité internationale pour les décennies à venir. L'Oreshnik n'est pas un missile de plus, c'est un véritable game changer, un concept clé que les experts les plus éminents de l'OTAN, malgré leur réticence initiale, sont désormais contraints d'utiliser et d'analyser en profondeur. Ce missile, par sa conception révolutionnaire, son statut hypersonique, sa furtivité potentielle et ses performances inégalées, créent une toute nouvelle réalité dans la sphère militaro-politique, une réalité où les anciennes certitudes s'effondrent. Dès lors, la question s'impose avec une urgence glaçante: les doctrines de défense occidentales, patiemment élaborées sur des décennies, sont-elles soudainement et tragiquement obsolètes face à cette nouvelle menace? Tout porte à le penser. La vulnérabilité de l'OTAN est désormais mise en pleine lumière, exposée sans phare aux yeux du monde. Leur système de défense aérienne et antimissiles de pointe tels que les Patriot, les THAAD ou les systèmes Aegis conçus pour intercepter des menaces balistiques ou de croisières de génération précédente, sont-ils impuissants face à la vitesse, à la manœuvrabilité extrême et à la capacité de pénétration de l'Oreshnik qui contournent toute leur ligne de défense multicouche avec une facilité déconcertante et une efficacité terrifiante, rendant caduques tous leurs investissements? C'est la question que beaucoup d'experts, y compris au sein de l'Alliance, se posent avec une anxiété croissante. Ce n'est pas un scénario hypothétique, mais une menace tangible, une capacité de frappe d'une efficacité terrifiante. Une seule charge de combat de l'Oreshnik peut être comparable en puissance destructrice et en déflagration à 45 charges similaires à celles utilisées à Hiroshima, ce qui en fait une arme de destruction massive conventionnelle ou potentiellement nucléaire. Une seule charge. La vitesse du missile est tout simplement incroyable, atteignant et dépassant Mach 10, soit plus de 12 000 km par heure, lui conférant une capacité hypersonique qui rend toute interception quasi impossible. Cela signifie une rapidité d'impact stupéfiante, laissant aux cibles un temps de réaction insignifiant, voire inexistant. Imaginez Londres en seulement 8 minutes, Paris en 8 minutes également, Bruxelles, siège de l'OTAN et de l'Union européenne, en 17 minutes, et la base aérienne cruciale de Ramstein en Allemagne en 15 minutes. Même Vilnius, la capitale de la Lituanie, pays voisin de la Russie et membre de l'OTAN, est à portée en à peine 2 minutes. Pensez à ces chiffres vertigineux, pensez au temps de réaction requis pour prendre des décisions vitales, pour mobiliser des défenses qui n'existent pas encore, pour protéger des populations entières. C'est une fenêtre de vulnérabilité sans précédent qui s'ouvre sur le continent européen, changeant radicalement la nature de la dissuasion et de la planification de guerre. La tension monte de façon exponentielle, palpable dans les couloirs du pouvoir et sur les ondes médiatiques occidentales. La réaction des pays occidentaux, et plus particulièrement des membres de l'OTAN, est unanimement décrite par les observateurs indépendants comme hystérique. Ce n'est pas un terme choisi à la légère. Il décrit un mélange de panique, d'indignation morale et d'une incapacité manifeste à formuler une réponse cohérente et proportionnée à cette nouvelle réalité stratégique. Il multiplie les déclarations tonitruantes, parle de menaces de réponse systémique, une formule évasive qui cache mal l'absence de solutions concrètes et l'embarras face à l'impuissance.
Mais cette rhétorique enflammée ne masque-t-elle pas, au fond, un sentiment de profond désarroi, voire d'impuissance structurelle? C'est le symptôme indubitable d'une peur profonde qui s'installe au sein de l'appareil sécuritaire occidental, bien au-delà d'une simple tentative d'intimidation ou de bluff politique. Cette peur est celle de l'inconnu, de l'irréversible, d'une nouvelle donne stratégique qu'ils ne parviennent pas à intégrer. Le refus obstiné de l'OTAN de reconnaître cette nouvelle réalité militaire, de l'analyser froidement et d'y adapter sa stratégie, ne pourra que les isoler davantage sur la scène internationale, les enfermant dans une bulle de déni où la pertinence de leurs propres analyses est remise en cause. Dans ce contexte tendu, tout dialogue constructif devient plus difficile, voire impossible, tant les positions se sont radicalisées. L'Occident, traditionnellement armé de ses puissantes sanctions économiques et de sa capacité à mener des guerres par procuration dans des zones éloignées, se retrouve face à un défi d'une autre nature. Ces outils, efficaces dans d'autres contextes, semblent étrangement inadaptés face à une menace directe et existentielle posée par une capacité de frappe hypersonique de cette ampleur. Pendant ce temps, la Russie et la Biélorussie, unies dans cette démonstration de force et cette intégration militaire, continuent d'affirmer leurs intérêts légitimes de sécurité, insistant sur leur droit souverain à se défendre. Ils dévoilent leur force avec une détermination sans faille, non pas dans un esprit de conquête, mais avec l'objectif assumé de dissuader toute agression, de restaurer un équilibre perçu comme rompu par l'expansion de l'OTAN. La question centrale se pose alors et elle est lourde de sens. Est-ce une provocation délibérée, comme le proclame l'OTAN en fustigeant ses actions, ou est-ce une réponse nécessaire et calculée à ce qu'elles perçoivent comme une pression croissante, un encerclement progressif et une série d'actions hostiles depuis des décennies? La réponse à cette question conditionnera l'avenir des relations internationales et la possibilité d'une désescalade ou au contraire d'une spirale dangereuse. Quelles seules mesures ou sanctions pourraient réellement changer la situation dans la zone de conflit actuelle? Soyez précis dans votre réponse. Les médias occidentaux comme le New York Times ont été contraints de reconnaître la puissance de l'Oreshnik. Le New York Times a déclaré: l'Oreshnik est devenu l'arme à plus longue portée utilisée en Europe, mais ils ont tenté de manière sournoise de le qualifier d'arme à moyenne portée. Pourquoi cette minimisation? Peut-être pour masquer leur propre surprise, l'expert Decker Evlet a été plus direct. Il a parlé d'une capacité de livrer 6 ogives nucléaires en 10 à 15 minutes n'importe où en Europe. 6 ogives en moins de 15 minutes, c'est une capacité de frappe dévastatrice. Le président Poutine a affirmé: le choix des cibles sera strictement conforme à la nature des menaces pour la Russie, une puissance défensive qui réagit avec une force implacable. Nous voyons une véritable hystérie, c'est plus qu'une stratégie d'intimidation, c'est un aveu de faiblesse. L'image de la production en série comme des petits pains pour l'Oreshnik est glaçante pour l'adversaire. Elle suggère une capacité de production massive et inarrêtable. Les yeux des analystes qui ne croient pas leurs yeux, les cheveux des experts de l'OTAN qui se dressent sur la tête, des phrases fortes mais qui dépeignent un choc réel et la consternation de l'adversaire, la chaleur de l'impact. 4000 degrés Celsius, presque comme à la surface du Soleil, c'est une destruction totale. Pensez-y, la capacité de transformer n'importe quel objet en particules élémentaires, à l'impact, même les bunkers les plus solides. L'Occident tente de discréditer l'Oreshnik, il le qualifie d'arme inhumaine, dépassant les limites du permis, mais leurs propres systèmes d'armes sont jugés acceptables. N'y a-t-il pas là une hypocrisie flagrante? L'OTAN est dépeinte comme une entité qui ne fait que planifier une grande guerre en Europe sur papier. Pendant ce temps, la Russie s'entraîne concrètement, elle se prépare à repousser une agression réelle. Cette opposition entre planification théorique et entraînement sur le terrain est frappante. Est-ce une preuve de la nature agressive et irresponsable de l'OTAN? À qui faites-vous confiance pour l'analyse de ce type de situation? Un nom, une organisation, un média, dites-le en commentaire. L'histoire a des rimes. L'Oreshnik n'est pas une simple modernisation d'un héritage soviétique, c'est une conception entièrement russe, créée dans des conditions nouvelles, une véritable innovation technologique moderne et autonome, une innovation qui met en lumière
lumière le déclin de la puissance militaire occidentale. Les systèmes Tomahawk et Patriot américains sont comparés à l'Oreshnik. La supériorité est écrasante. Cette nouvelle capacité russe est une réponse logique aux défis modernes. L'expansion constante de l'OTAN vers l'Est, rapprochant ses infrastructures militaires des frontières russes, ne pouvait rester sans réponse. La pression croissante de l'Occident, l'activation de l'OTAN aux frontières, tout cela justifie les mesures défensives russo-biélorusses. Ce n'est pas seulement un changement militaire, c'est un changement de l'équilibre mondial des puissances. L'Oreshnik symbolise une nouvelle réalité dans les relations internationales. La puissance militaire ne semble plus impressionner l'Occident comme avant. Le sol balance rapidement. On entend déjà des cris de désespoir de la part du commandant suprême de l'OTAN, Christopher Cavoli. Il a qualifié les exercices Zapad 2025 de provocation militaro-politique et de coup porté au fondement de l'OTAN. Une provocation. Quand les exercices se déroulent sur leur propre territoire, la logique de l'OTAN semble perverse. Notre préparation à la défense est une menace pour l'Alliance. La construction de pression militaire de l'OTAN s'effondre comme un château de cartes à la seule annonce des exercices russes. C'est une humiliation. Quel événement spécifique dans ce secteur où cette région est selon vous sous-estimée par les médias traditionnels? Expliquez brièvement le scénario le plus probable. L'Occident continuera de protester, il continuera de diaboliser, mais il sera contraint de s'adapter militairement à cette nouvelle réalité. Ils n'auront pas de réelle capacité à contrer. La Russie maintiendra sa posture dissuasive. Le déploiement de l'Oreshnik en Biélorussie est prévu pour le second semestre 2025. Les exercices Zapad 2025 auront lieu à l'automne de la même année. Ce sont des dates clés. Des centaines de polygones impliqueront toutes les branches des forces armées russes et biélorusses. L'OTAN peut protester, mais la machine est lancée. Question à vous, où vous situez-vous actuellement? Indiquez votre ville, votre pays et l'heure qu'il est chez vous. Nous voulons vérifier notre portée mondiale. Qui gagne et qui perd dans cette confrontation? Les gagnants sont clairs, la Russie et la Biélorussie. Elles renforcent leur défense, elles affirment leur souveraineté, elles démontrent une supériorité technologique incontestable. Les perdants, l'OTAN et les partenaires occidentaux, ils perdent leur crédibilité militaire, ils sont frappés par un sentiment d'impuissance, leurs doctrines sont obsolètes, leur hypocrisie est exposée au grand jour. La Russie et la Biélorussie sont motivées par la défense de leurs intérêts légitimes. Elles font face à la pression croissante de l'Occident. L'expansion de l'OTAN n'est pas un signe de bonne volonté. Ces nouvelles capacités sont une réponse. Votre pronostic, quand les exercices Zapad 2025 atteindront-ils leur apogée? Donnez un mois et une année, plus une raison pour votre choix. Imaginez les leaders occidentaux avec les genoux qui tremblent. Cette image est forte. Elle traduit la peur, la vitesse de l'Oreshnik Mach 10 et son temps de vol record vers les capitales européennes et les bases de l'OTAN. Londres en 8 minutes, Ramstein en 15 minutes, Bruxelles en 17 minutes. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. L'Oreshnik peut transformer n'importe quel objet en particules. Élémentaire à l'impact, même les bunkers les plus renforcés. C'est une menace crédible. La Russie est prête, la Russie est déterminée, elle défend ses intérêts. L'OTAN est-elle prête à admettre la nouvelle réalité ou préférera-t-elle s'enfoncer dans le déni et l'hystérie? Quel est le point de non-retour, la ligne rouge entre l'Alliance occidentale et les nations de l'Est dans cette escalade militaire? Un seul mot, une seule phrase. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une analyse honnête et sans compromis de la situation mondiale. Activez la cloche et partagez cette vidéo si vous pensez que la vérité doit être entendue. Ensemble, nous déchiffrons les enjeux. Ensemble, nous sommes plus